Bonjour à tous, après presque 3 mois d'absence, on se retrouve enfin avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une absence qui s'explique avant tout par la réalisation de la deuxième partie sur Laftel. Vous êtes nombreux à l'attendre et je peux vous annoncer aujourd'hui la date de sa publication, le 18 mars à 18 h sur ma chaîne. Soyez donc au rendez-vous et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. En attendant, on reprend du service avec ce grand chapitre qui méritait évidemment une review au vu des révélations faites et des hypothèses qui ont émergé dans mon esprit. Alors, on perd pas de temps, et comme toujours, si vous souhaitez soutenir mon travail, il suffit de vous abonner, partager et laisser un pouce bleu à cette vidéo, c'est gratuit, et ça aide grandement au référencement pour les petites chaînes comme la mienne. Je vous en remercie, et à présent, on va pouvoir commencer. Ce chapitre 1041 intitulé Komurasaki s'ouvre sur la scène du précédent chapitre marquant les retrouvailles entre Momonosuke et Zunesha. On découvre que l'enfant Kozuki ignore les véritables raisons de la condamnation de Zunesha malgré sa discussion sur l'île de Zu avant son retour à Wano. Ce dont il est sûr, c'est qu'il doit rester en vie et rouvrir les frontières de son pays. Malgré tout, Momonosuke hésite, cette prophétie délivrée par son père doit-elle se faire si cela met en péril son peuple? Une scène que j'ai énormément appréciée car la réflexion de cet enfant prouve à quel point il a mûri. Il ne compte pas suivre bêtement ce qu'a écrit son père, mais au contraire décide de prendre son destin en main et fera les choix qui semblent les meilleurs pour son peuple. C'est dans cet instant indécis que l'on perçoit l'âme du futur shogun de Wano, l'âme d'un bon roi pour son peuple. Mais finalement, qui est vraiment Momonosuke? Yamato dévoile qu'Oden avait prédit que son fils pourrait communiquer avec Zunesha et qu'il serait celui qui lèverait l'aube sur le monde. Pourtant, on découvre que Yamato, tout comme Momonosuke, ignore le secret de Laftel, ce qui doit conforter d'autant plus les fans à légitimer Yamato en tant que Mugiwara. Les dernières pages du journal d'Oden concernant cette île ont donc été arrachées et détruites par ce dernier. La question réside, pourquoi? Il est évident que de la même manière que Rayleigh l'expliquait à Robin et les autres, veut-on vraiment connaître la fin d'une histoire sans en avoir découvert ses aventures? Et surtout, arriverons-nous à la même conclusion? Roger l'a dit, ils sont arrivés trop tôt. Ce n'était donc pas à eux de transmettre le message final, mais bel et bien à la future génération et son élu de trouver la vérité. Cette vérité est capable de changer le monde et faire renaître l'histoire du siècle oublié. Ces aventuriers, Oden les connaissait déjà il y a 20 ans, puisqu'avant sa mort, il confia une lettre à sa femme, dans laquelle il prédit qu'une gigantesque guerre éclatera, une guerre capable de séparer les océans. Ses protagonistes à l'origine de ce chaos ne seront nul autre que ceux qui parviendront à vaincre Kaido, là où lui a échoué. À cet instant, Toki déchira la lettre, mais était-ce seulement une lettre? Rien ne nous assure qu'à l'intérieur, d'autres pages n'aient pas été dissimulées, et en particulier celle disparue dans le journal concernant Laftel. D'autant que, comme le précisait Yamato, ce fameux journal aurait été sauvé des flammes, puis découvert plus tard par cette dernière au bord de l'eau. Une personne a donc bel et bien mis la main sur cette Bible avant Yamato, et il n'est pas impossible finalement que ce soit Toki qui ait détruit ces pages avant sa mort. Aujourd'hui, toutes les prédictions inscrites semblent se réaliser. Zunesha a rejoint Momonosuke et lui demande de lui donner de nouveau un ordre. La génération terrible est parvenue à vaincre un empereur, tandis que Luffy affronte la bête. Reste alors la plus grande prophétie d'Oden, l'arrivée de Joy Boy, capable de rouvrir Wano Kuni. Avec ce chapitre, on comprend que le rôle attribué à Momonosuke par Oden est précisément celui de l'élu. Lever l'aube sur le monde et rouvrir les frontières du pays des Wa. Or, comme vous le savez, pour moi, Joy Boy et l'aube sont rattachés depuis des années à Luffy. J'y ai d'ailleurs consacré une vidéo entière il y a 3 ans. Mais avec cette révélation, le jeu est complètement renversé. Oda laisse bel et bien sous-entendre que Momonosuke pourrait être le Joy Boy que le monde attend. Quand on s'arrête quelques minutes sur cette hypothèse, il est vrai que ça semble troublant. C'est lui qui aujourd'hui est le seul capable de communiquer avec Zunesha, ce même éléphant millénaire qui était autrefois l'ami de Joy Boy. C'est également l'enfant Kozuki qui sera amené à rouvrir les frontières de son pays et ainsi lever l'aube sur Wano, tout comme l'avait prédit Oden au sujet de Joy Boy lorsqu'il quitta l'équipage de Roger. Ces deux éléments permettent alors d'avoir une vision complètement différente de certaines scènes dans l'œuvre. À commencer par Kaido, le pire ennemi de Momonosuke. Lui, en quête de Joy Boy, voyait en l'enfant Kozuki un faible et un pleurnichard. Si Momonosuke venait à se révéler être cet élu, la surprise en serait d'autant plus grande pour Kaido, puisqu'il était sous ses yeux durant tout ce temps. Celui qui sans cesse pleurait
serait finalement le garçon joyeux caché. Enfin, Joy Boy fut par le passé l'ami d'une arme antique, Poséidon. Et c'est ici que le trouble s'intensifie, puisque Poséidon réside aujourd'hui dans le palais Ryugu, le palais du dragon. Et c'est justement cet animal emblématique qu'incarne aujourd'hui Momonosuke. Des faits troublants qui laissent donc à réfléchir. Malgré ces arguments, je ne parviens toujours pas à m'imaginer que Momonosuke puisse incarner Joy Boy à défaut de Luffy. Il est vrai que ce chapitre et les dires d'Oden vont en ce sens, mais il faut garder à l'esprit que ces paroles viennent d'un père. Lorsque Roger quitta Laftel, Rayleigh lui demanda qui serait l'élu capable d'accomplir ce que eux n'ont pas réussi. Et pour le roi des pirates, il ne faisait aucun doute qu'il s'agirait de son fils. Ainsi, les espérances d'un père envers son enfant sont capitales. C'est pourquoi il serait d'autant plus impactant de voir que Luffy est justement Joy Boy, l'enfant qui n'est ni de Goldie Roger, ni du samouraï de légende Oden Kozuki, le garçon joyeux dont l'histoire les aura fait rire aux larmes sur la dernière île. Momonosuke a sans nul doute un rôle déterminant dans cette guerre, et plus particulièrement avec Zunesha. Le sang Kozuki coule dans ses veines, celui-là même à l'origine de la création des poneglyphes et qui fut autrefois l'allié du peuple des Mings. Les révélations finales sur ces deux protagonistes risquent donc d'être incroyables, d'autant lorsque nous comprendrons les raisons de la malédiction de Zunesha. Et c'est peut-être Yamato qui serait la clé de ce mystère. En effet, la dernière case suggère que cette dernière a une idée en tête, quelque chose qu'elle aurait compris après avoir entendu les mots de Momonosuke. C'est en tout cas l'impression que ça m'a donné. S'est-elle souvenue d'une chose en particulier dans le journal d'Oden, ou sait-elle à présent comment stopper Onigashima de sa chute grâce à l'aide de Momonosuke et Zunesha pour ainsi rouvrir les portes de Wano Kuni. La libération de ce pays sera alors déterminante pour dévoiler la vérité sur ses protagonistes, dont le destin semble être scellé il y a des siècles de cela. De retour au château, les Mugiwara et les alliés se rassemblent au fur et à mesure. Franky sauve in extremis Zoro de sa chute, tandis que Jinbei retrouve un Raizo à terre qui lui indique qu'ils doivent se dépêcher car la préparation est presque terminée. Mais de quoi parlait-il? La seule chose que j'imagine serait les préparatifs qu'organiseraient Fukurokuju et Orochi afin de détruire l'île. Le combat des ninjas nous ayant été caché, il n'est pas impossible que le chef des Oniwaban lui ait révélé ses véritables intentions. Oda est très friand de ce type de scénario et il nous l'avait d'ailleurs illustré dans l'arc d'Alabasta, en faisant croire que Vivi avait stoppé la bombe pour qu'au final cette dernière soit toujours active et sur le point d'exploser. Ainsi, la vraie menace serait que ces bombes s'activent automatiquement sans que personne ne puisse les stopper, et ainsi faire que Momonosuke ou même Zunesha se sacrifient pour stopper cette fatalité à l'image de Pell. Mais pour éviter la répétite, il n'est pas non plus impossible que tout ceci soit un leurre, et que finalement une autre bombe soit dissimulée au château d'Orochi ou quelque part sur Onigashima. En tout cas, cette hypothèse pourrait d'autant plus se confirmer avec les acteurs principaux de ce chapitre et qui en portent le nom. Komurasaki face à son plus grand ennemi Orochi. Ce dernier s'inquiète de ne pas voir Fukurokuju arriver, tandis que Loiran continue de jouer du shamisen. La terre tremble et le plafond s'effondre sur le shogun, incapable de se transformer grâce à l'ingénieux plan d'Iori ayant caché un clou en granit marin. Les masques tombent enfin et le serpent à 8 têtes découvre la véritable identité de sa bien-aimée Komurasaki. Cette révélation a été pour moi extrêmement bien réalisée par Oda. Ces quelques pages sont tout simplement magnifiques et d'une beauté sans nom. C'est poignant, les cases sont extrêmement bien découpées et les répliques sont sublimes. Aucune fausse note pour ma part. J'ai ressenti à quel point la détermination d'Iori était immense. Tout ce temps, elle se tenait face au meurtrier de son père, jouant inlassablement cette musique adorée par Orochi, tout comme l'homme qui l'a assassiné. Comment sourire en la jouant pour ce monstre. Ce masque avait donc une signification profonde. C'est pourquoi j'ai imaginé un scénario, celui où Iori ôterait son masque à la fin de l'arc, et jouerait la princesse de la lune non plus en tant que Komurasaki, mais bel et bien en tant qu'Iori, l'enfant Kozuki refermant définitivement le rideau sur l'histoire des samouraïs, celui-là même dont elle fit l'ouverture et où le spectateur découvrit pour la première fois le pays des Wa. C'est au tour du CP0 de nous faire des révélations surprenantes qui risquent de bouleverser les prochains événements. Izo est parvenu à mettre à terre l'un des membres du Cypher Pole, dont on découvre pour la première fois une parcelle de son visage et son nom, Maha, un nom d'origine arabe signifiant beaux yeux ou dans d'autres traductions, le soleil. La défaite de ce dernier déclenche alors la colère du chef du CP0 tout en gardant à l'esprit sa mission, capturer Nico Robin. C'est alors qu'un tournant décisif va prendre le pas sur cette guerre. C'est
C'est officiel, le Gorosei a donné l'ordre direct de faire disparaître Monkey D. Luffy. Il était donc bien la lumière qu'Im voulait faire disparaître de l'histoire. On comprend d'autant plus pourquoi Shanks a souhaité s'entretenir au sujet d'un certain pirate. Car à présent que le Gorosei souhaite éliminer son protégé, il ne fait aucun doute que notre empereur va entrer en guerre. Tout comme son prédécesseur Barbe Blanche, qui fut à l'initiative de la Grande Guerre de Marineford pour sauver son fils Portegaz Ace, Shanks risque bel et bien d'entrer en action, tout comme nous l'avait fait sous-entendre Oda. Nous entrons ici dans une guerre ultime qui s'apprête à changer le monde. Oden l'a prédit et les choses semblent aller dans ce sens. Mais avant que le chef du CP0 parvienne à atteindre Luffy, un homme lui barre la route. Drake se relève et compte bien l'empêcher de réussir sa mission. Le chef du bouclier face à l'épée. Ce combat pourrait devenir très intéressant non pas sur le plan offensif, mais davantage sur le secret entourant ces deux unités. Qui a créé le Sword, mais surtout que c'est véritablement le CP0 du Gorosei et de l'instance suprême qui est Im. La mission du CP0 est donc extrêmement intéressante puisque de nouveau, Oda utilise le terme japonais effacer, faire disparaître la lumière. Nous avions eu ce terme précis au chapitre 908 lorsque le Gorosei implorait Im de lui indiquer quelle lumière de l'histoire devait-il faire disparaître. À cette époque, je pensais que ce terme devait être pris au sens premier, au sens littéral. Non pas seulement tuer Luffy, mais véritablement effacer son existence de l'histoire. Comme si Monkey D. Luffy n'avait jamais existé. Je me basais avant tout sur l'histoire de Joy Boy et du siècle oublié. Comment le gouvernement pouvait-il si facilement faire disparaître l'histoire d'un peuple entier? Il y aurait eu forcément des survivants, comme le peuple Kozuki, dont le territoire est infranchissable pour le gouvernement. Pourtant, ces derniers n'ont aucunement transmis leur savoir à leur lignée. C'est ainsi que je me suis demandé pourquoi personne ne connaît l'existence de Joy Boy. Nous n'avons eu connaissance de ce personnage que d'une seule manière, les poneglyphes. L'un grâce à la lettre adressée à Poséidon sur l'île des hommes poissons, l'autre via Oden après s'être rendu sur l'île mythique de Laftel. Quant à Kaido, cela reste un mystère, mais il réside dans le pays des créateurs des poneglyphes et a arpenté le monde aux côtés de l'homme prétendant au titre du roi du monde. À ces exceptions, aucune personne lambda n'a un jour parlé de Joy Boy. Alors comment est-il possible qu'un homme à l'origine d'une énigme aussi grande que le trésor de One Piece soit inconnu de tous? Je pense que la raison est simple, l'oubli. Car ce terme est précisément celui qu'on donne au siècle oublié, comme si cette épopée avait été effacée de l'esprit des gens, comme si tout cela n'avait jamais existé. C'est pourquoi aujourd'hui, le fait que le Gorosei souhaite faire disparaître, effacer une des lumières de ce monde en l'incarnation de Luffy, me fait dire qu'à son tour, notre futur roi des pirates disparaîtrait tout comme Joy Boy et le siècle oublié, comme s'il n'avait jamais existé sans que personne n'ait fait la rencontre de ce garçon joyeux au chapeau de paille qui fut un jour celui qui les délivra de la tyrannie. Aujourd'hui, avec ce chapitre, j'ai d'autant plus aimé cette idée et imaginé un scénario un peu fou. Il est vraiment hypothétique et simplement un scénario de la fan que je suis. Mais imaginez qu'après que Luffy ait vaincu Kaido, ce dernier reconnaisse en lui le véritable Joy Boy, celui qu'il attendait désespérément durant toutes ces années. Et au moment où Kaido le comprendra, Luffy disparaîtra et s'effacera aussi simplement que l'île de God Valley. Ni les Mugiwara, ni les Forts Rouges ou encore ses ennemis ne se souviendront de son existence. Monkey D. Luffy n'aura alors jamais existé. L'histoire reprendrait sur une ellipse où nous découvrirons tous les changements qu'ont impliqué le monde sans le sauveur. Mais tout comme le siècle oublié ou Joy Boy, le gouvernement ne peut cacher indéfiniment l'histoire qui s'est créée. Car tôt ou tard, le monde découvrira la vérité. C'est durant cette ère que Luffy se devra de réapparaître pour l'ultime grande guerre de ce monde. Et ainsi réaliser son ultime but, atteindre Laftel et devenir le roi des pirates. Comme je l'ai dit, tout ça n'est qu'un scénario que j'ai imaginé, mais il serait vraiment intéressant que cette fois, la guerre ne puisse pas être uniquement gagnée par les Mugiwara et que le gouvernement démontre enfin à tout l'étendue de son pouvoir et suprématie. C'est à présent vers les dernières pages de ce chapitre que nous nous dirigeons. Le combat entre Luffy et Kaido se précise et l'homme au son bête comprend à présent que son ancien ami a été vaincu. Il nous plonge dans un flashback des plus palpitants, racontant sa première rencontre avec Big Mom, alors âgée de 24 ans. On découvre une Lin incroyablement belle et maternelle envers Kaido, et qui rappelle beaucoup la rencontre entre King et Kaido
qui âgé de 15 ans, fut pris sous son aile et devint son protégé. Une Mama si protectrice qu'elle en viendra même à le mettre en garde contre Chebek, qu'elle considère comme un bon à rien et à qui il ne faut accorder aucune confiance. Ce qui démontre à quel point ce personnage semble terrifiant et me hype d'autant plus à découvrir le passé de cet équipage effrayant. Ce flashback fut donc très touchant et une fois encore, Oda parvient à humaniser ses antagonistes à la perfection. On ressent d'ores et déjà avec ces quelques cases le passé profond qui unit ces deux empereurs. La peine de Kaido est immense, ce dernier vient de perdre une amie et s'en veut d'avoir pu laisser une telle chose se produire. J'ai véritablement senti à cet instant une si grande amitié qui les unissait. Ils voulaient trouver ensemble le One Piece, tout comme les Mugiwara aujourd'hui. Mais c'est ici qu'Oda est très fort. Malgré toute l'affection que nous pouvons porter à cette scène, Luffy nous ramène à une triste réalité. Pour accomplir leurs rêves, ils n'ont pas hésité à faire mourir de faim les gens de ce pays. Des mots et un design qui ne sont pas sans rappeler Nika, l'homme capable de libérer le peuple esclave de ses bourreaux. La rage de Luffy est si immense qu'il va alors faire naître de cette colère une nouvelle technique de son Snakeman. Hydra, une référence au serpent à 9 têtes de la mythologie grecque, qui fait de nouveau écho à ses précédentes techniques en lien avec ce reptile tel que Python, Black Mamba ou encore King Cobra. Et c'est sur une page incroyable que Luffy déploie son ultime gear et enchaîne une pluie de coups de poing en une seule attaque dont Kaido ne parvient pas à comprendre l'origine. L'homme aux 100 bêtes est en grande difficulté et la détermination de Luffy fait rage. La fin du combat entre Kaido et Luffy semble donc imminente. Le fait que nous ayons un prémisse du flashback des Rocks dans ce chapitre indique à quel point Kaido est proche d'une défaite. Mais la question persiste malgré tout avec ce chapitre. Comment l'homme aux 100 bêtes peut-il être vaincu? D'après les dires de Luffy, ceci est son ultime gear. Or, selon moi, je ne pense pas que ça puisse suffire. Si Law et Kid ont dû éveiller leurs fruits pour parvenir à vaincre Big Mom, il est presque évident que pour vaincre Kaido l'invincible, Luffy se devra à son tour d'éveiller le Gomu Gomu no Mi. Ce fruit si prisé du gouvernement et qui fut à l'origine d'un affrontement avec l'équipage du Roux il y a 12 ans. J'aurais aimé théoriser là-dessus, mais Koji l'a parfaitement fait dans sa review d'aujourd'hui et j'aime beaucoup son hypothèse, alors plutôt que de paraphraser si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que Luffy va devoir se surpasser pour venir à bout de Kaido. Tout peut arriver à présent et c'est sur ce dernier affrontement que la guerre de Wano Kuni va se jouer. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre et j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. On se quitte là-dessus, j'espère que la review vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas le petit like, mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'annonce du Gorosei à vouloir faire disparaître Luffy. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et tout particulièrement à mon dentiste à qui j'avais promis une dédicace. On se retrouve très vite et surtout, prenez bien soin de vous. Non mais c'est officiellement la plus belle femme du monde, j'en doutais pas avant, j'en doute encore moins maintenant. Me sortez pas Yamato, Robin, blabla. Quelle femme peut prétendre aujourd'hui même être aussi belle après avoir déjà eu 17 gosses, ok. Et que là, elle allait ou elle avait déjà mis au monde son 18e avec Zukuto. Non, mais on parle pas assez de sa beauté, elle a un flow intergalactique, elle a un flow incroyable, il est monstrueux, bref. Putain, elle était belle enfant, elle était belle jeune, et elle reste belle en ayant en plus 80 enfants. Putain, mais rendez-vous compte quand même, cette femme est magique, extraordinaire, incroyable. Voilà, c'est Big Mom.